Ça y est, depuis la fin du mois de novembre, nous sommes entrés dans la petite saison des pluies. C'est ce qu'a noté Météo France la semaine dernière. Après quasiment 4 mois sans pluie, la sécheresse a été particulièrement longue et intense cette année, avec de nombreuses conséquences sur le niveau, notamment des fleuves. On pense évidemment à l'Oyapock et au Maroni, avec toutes les difficultés que cela a engendré pour les habitants des communes de l'intérieur. Déplacements compliqués, dangereux, voire à certains endroits rupture de l'approvisionnement en eau potable. Le retour de la pluie va donc faire et fait déjà beaucoup de bien, mais où en sommes-nous concernant le débit actuel des fleuves en cette période de transition entre saison sèche et saison des pluies? Pour en parler, Jean-Philippe Pavie est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de mission au sein de la cellule de veille hydrologique. Ça y est, là, depuis ces dernières semaines, qu'est-ce qu'on peut dire? Le niveau, le débit a commencé à remonter un petit peu partout sur le territoire. C'est quoi la situation? Oui, effectivement, depuis 3 semaines, les niveaux sont remontés sur la presque totalité des cours d'eau de Guyane. Sur le Maroni, qui était dans la situation la plus inquiétante, on a triplé le débit, avec un débit aujourd'hui, en chiffres, je ne sais pas si c'est par là en chiffres, on est à 430 mètres cubes secondes environ contre 150 il y a 3 semaines. Voilà, sur l'Oyapock également on monte, et les cours d'eau côtiers, eux, sont plus réactifs, mais sont néanmoins bien remontés par rapport à il y a 1 mois, 3 semaines. Les cours d'eau côtiers? Les cours d'eau côtiers, c'est les cours d'eau, ceux qui se jettent directement dans la mer, des fleuves comme le Kourou, la Comté, l'Irakubo, oui. Le Mont-Chidéry sont des fleuves que l'on désigne comme étant côtiers, par opposition aux 2 fleuves frontaliers que sont l'Oyapock et le Maroni. Et donc avec des dynamiques différentes finalement entre les 2 types de fleuves? Oui, des dynamiques bien différentes. On a des bassins versants qui est donc la surface totale que capte un fleuve en matière d'eau. Le Maroni étant le plus important, l'Oyapock arrive tout de suite après. Et les fleuves côtiers, eux, sont beaucoup plus petits et sont donc plus réactifs aux précipitations que ceux du Maroni. La situation, elle a été, est-ce qu'elle a été vraiment critique quand on compare les données de cette année avec les années précédentes? En termes d'étiage? Oui. Oui, en termes d'étiage, ça a été plus critique. On est descendu à des niveaux qui ont déclenché des niveaux de vigilance, c'est-à-dire demander aux prestataires qui délivrent de l'eau potable de faire attention, ceux qui le font déjà très bien seuls, mais on essaye d'anticiper pour leur donner des informations, sachant qu'en termes historiques, les étiages précédents les plus sévères ont été 2009, où notamment il y a eu des coupures d'eau potable sur la Comté. Encore antérieur, c'était 2004, et plus récemment 2016. On est descendu cette année au niveau de 2009-2016 environ. Donc c'est assez sévère. On y reviendra, mais d'abord, et vous avez prononcé le mot à plusieurs reprises, étiage. Est-ce que vous pourriez nous le définir finalement pour que tout le monde visualise bien et comprenne bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler? L'étiage, c'est l'opposé d'une crue. Oui. C'est là où il y a les débits et les hauteurs les plus faibles dans un cours d'eau. Oui. Oui, c'est vraiment la différence en fait. C'est la différence, c'est une opposition. Pour revenir à la situation, on va dire de ces derniers mois, je me souviens d'un communiqué de Météo France qui disait que c'était il y a 2 mois à peu près que les fleuves de Guyane connaissaient donc un étiage sévère comparable à ceux observés en 2009 et 2016. On est bien d'accord que le lien de cause à effet, il est simple à trouver. C'est simplement s'il ne pleut pas assez, forcément, ça va se retrouver en termes de débit sur tous les fleuves du territoire. Complètement. En saison sèche, on a des niveaux qui sont bas. En saison des pluies, on a des niveaux qui sont hauts. Ça paraît logique. Et ça se traduit comme ça dans les cours d'eau. Ouais, donc là forcément en ce moment ça augmente de nouveau parce que il se met à pleuvoir enfin sur tout le territoire. Voilà, il commence à pleuvoir, on voit pas mal de précipitations. À noter quand même que les précipitations que l'on voit ici sont des précipitations générées par l'entrée des nuages sur la côte. Je fais au plus court. Et ça ne traduit pas forcément ce qui se passe dans le sud du département. Mais effectivement, il y a de plus en plus de pluies qui se traduisent en débit. Il y a quelques semaines, on est allé à Maripasoula pour un reportage. On parlait avec le maire de la commune qui nous disait que de mémoire d'homme, il n'avait jamais vu le Maroni aussi bas. C'est vrai que c'était assez impressionnant à voir. Historiquement, qu'est-ce qu'elle a représenté, on va dire, cette saison sèche 2023? Elle a représenté une des années les plus sèches de ma mémoire de 20 ans.
environ. Oui. Oui, des problèmes de navigabilité sur les fleuves. Des problèmes, vous en avez parlé, d'eau potable. Oui, notamment sur le Haut-Maroni. Sur le Haut-Maroni, où les forages étaient peut-être non alimentés par la nappe d'accompagnement des cours d'eau. Voilà, donc des situations qui sont assez exceptionnelles et auxquelles il faut faire face. À notre niveau, nous, on informe de l'arrivée de ces phénomènes. Oui. Après, aux acteurs publics de prendre des décisions en rapport. Voilà, en termes d'acteurs publics, je parle donc les maires, les préfectures, qui déploient des moyens ou non en fonction de la situation. Ouais, votre travail à vous, finalement, c'est de dire aux collectivités comme aux services de l'État, attention, là, il y a un risque, soit de crue, soit d'étiage. Voilà, donc, bon, il y a des périodes qui correspondent aux crues, aux étiages. Là, on n'est pas du tout encore dans une vigilance de crue. On va y rentrer le 15 janvier. Et oui, notre travail, nous, c'est de mesurer déjà la hauteur et le débit des cours d'eau. Oui. Et d'informer les acteurs publics de dépassement de seuil par le bas, en étiage, par le haut, en crue. Quel fleuve d'ailleurs est-ce que vous surveillez exactement à l'échelle de toute la Guyane ? Alors on surveille pratiquement tous les fleuves, l'Oyapock, la Prouague, la Comté, le Rapu, la Saône Grande, le Kourou, la Mana et le Maroni. On a 16 stations de mesure de hauteur d'eau sur le Maroni. Oui. Et des stations de mesure de sel aussi en aval. Oui, on y reviendra sur la question du sel dans quelques minutes. Ça veut dire finalement que vous avez plusieurs stations à des endroits différents des fleuves finalement pour être capable quasiment en temps réel en fait de connaître la situation sur tous les fleuves de Guyane. Tout à fait. En prenant juste l'exemple du Maroni, quand on a des débits qui sont hauts à Maripasoula, ça se traduit pas de la même manière et au même moment à Apatou. Donc il y a des temps de propagation des crues et c'est en ça qu'on essaye d'avoir des stations bien disposées sur un fleuve, en aval des confluences, en aval ou en amont des villes ou agglomérations, pour faire une prévision. Voilà, donc on conjugue les précipitations, le niveau observé et les temps de propagation pour dire attention, là il va y avoir une crue ou pas. Le territoire, il est suffisamment bien quadrillé aujourd'hui. Est-ce qu'on a suffisamment de stations justement pour arriver à prévoir suffisamment de temps à l'avance ce qui va se passer ? Oui, on a pas mal de stations. Bon, globalement, on a le nombre suffisant. On pourrait affiner sur le Maroni pour mesurer les bassins comme l'Inini qui n'est pas surveillé directement en amont de Maripasoula ou d'autres cours d'eau. Le Grand Aboulami aussi, le Grand Aboulami qui est assez important en termes de bassin versant. On a ces deux stations pour faire une prévision. Voilà, on manque un petit peu d'informations plus précises sur le sud du département en matière de précipitation. Oui. Mais vous connaissez le contexte, le local, c'est très difficile d'entretenir du matériel en permanence dans le sud. D'ailleurs, vous parlez de précipitation. Dans quelle mesure est-ce que vous travaillez avec les services de Météo France ? Parce qu'évidemment, les deux sujets sont quand même très liés. Alors, Météo France nous fournit en période de vigilance, que ce soit en crue ou en étiage, des bulletins spécialement dédiés pour la traduction en débit et en hauteur des précipitations. Et en ça, ils nous sont d'une aide très précieuse. On a également un extranet météo où on observe les visions satellites, le radar de Guyane aussi qui nous donne la précipitation en temps réel. Donc ça dans un rayon un peu plus court, on a 200 km de rayon pour le radar, de mémoire je pense. Donc ça ne surveille pas le Haut-Maroni, enfin le Lawa, quoi. Voilà, mais on fonctionne très bien ensemble. Je vais juste vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro, comme ça tout le monde va parfaitement bien vous entendre. Est-ce que sur le cas du Maroni, notamment, du coup, évidemment, tout le monde le sait, fleuve frontière partagé avec le Suriname, est-ce que au niveau de la surveillance, finalement, il y a un travail qui est fait justement avec le Suriname ? Alors oui, on travaille de concert avec le Suriname dans un cadre d'un programme qui s'appelle Bioplateau. D'accord. Et nous avons installé une station sur le Tapanaoni pour mesurer... Donc un des affluents principaux du Maroni. Du Maroni qui vient du Suriname et qui représente environ 40% du débit
du Maroni en aval de cette confluence. Donc c'est très important. Oui, savoir ce qui se passe à ce niveau-là, Voilà, ça permettra nous de savoir permet ensuite. d'avoir une prévision plus fine Oui. sur Apatou, notamment. Et donc il y a une station, c'est bien ça, qui une station est commune. Qui est à Non. Kyokondé, c'est Oui. une station comme celle que l'on a sur le fleuve, et on met à disposition les données de cette station, entre autres sur le site public de français qui est Vigicru, Europortail, et on fournit aussi au service du Suriname pour qu'ils aient également la donnée. Parce qu'on est bien d'accord, le Maroni, en tout cas à l'échelle de la Guyane, c'est le fleuve qui est peut-être le plus surveillé du territoire. Ah, complètement. Oui. Oui, complètement. On a 7 stations sur le Maroni. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 stations supplémentaires pour affiner la prévision. Sur le Yapok, on a 5 stations. D'accord. Depuis 3 sauts jusqu'à Somaripa. Voilà. Après, c'est des mesures ponctuelles sur les autres fleuves dits côtiers. Pour quelle raison? Je suppose que c'est parce que c'est là qu'il y a le plus d'habitants et de population, donc le plus à risque, entre guillemets. Complètement, Oui. complètement. Le Yapok est beaucoup moins habité. On a Camopi et puis Saint-Georges en aval, avec quelques petits sites habités côté Brésil. Oui. Sur le Maroni, il y a du monde un peu partout. Beaucoup de bourgs, beaucoup de campous, et donc une population informée et éventuellement protégée. Oui, on le voit bien quand il y a monde. des crues et des inondations, c'est difficile parce qu'à chaque fois il faut évacuer beaucoup de monde sur le alors, Maroni. Évacuer, je ne sais pas ce qui est fait en termes opérationnels sur le terrain, mais c'est l'approvisionnement. Les gros dommages causés, c'est surtout pour l'agriculture, où on a des submersions qui sont effectives sur des longues périodes. Après, ce sont des fleuves qui montent plus lentement que des fleuves, par exemple, dans le Gard, où c'est de régime torrentiel. Pour quelle raison? Parce que c'est beaucoup plus gros, et quand vous faites rentrer 1 litre dans 1000 litres, ça fait quelque chose peut-être, et quand vous le faites rentrer dans 1 million de litres, ça ne se voit pas. C'est un peu le même principe pour un cours d'eau comme le Maroni. Il faut beaucoup de précipitations pour le faire bouger. Au contraire, par exemple, de la Tonne Grande, ici, qui est le bassin surveillé le plus petit, quand il y a une précipitation, ça se voit très rapidement. Et sur le Maroni, finalement, et c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, le niveau d'eau, il va augmenter beaucoup plus lentement Voilà. que... Il y a beaucoup plus d'inertie sur les grands fleuves que sur les petits. Oui. Oui, plus il y a d'eau et plus c'est large, finalement, plus le niveau il monte doucement. Est-ce qu'il y a des niveaux d'alerte finalement en termes d'étiage, comme pour la vigilance crue ou pour la vigilance météo? On a l'habitude d'entendre, de voir ces différentes vigilances. Pour l'étiage, c'est la même chose ou Alors, on a des niveaux de vigilance tant pour les étiages que les crues. Pour les étiages, c'est défini en termes de seuil de conductivité qui traduit la concentration de sel présente dans l'eau. Au-delà d'un certain seuil de conductivité, 1000 microsiemens en l'occurrence pour ce qui nous concerne, et présence de sel pendant un temps important qui empêcherait la SGDE de pomper de l'eau, c'est un seuil sur l'étiage. Sur les crues, sur toutes les stations du Maroni, se traduisent par 4 tronçons de surveillance particuliers. Ce sont Lawa amont, Lawa aval, moyenne vallée, Apatou et basse vallée, où on a des seuils critiques clairement gradés de jaune, orange, rouge en fonction de la gravité. Et on envoie un bulletin tous les jours à la préfecture, puis à d'autres personnes encore. Voilà. Donc il y a des seuils clairement définis qui vont être sûrement réévalués. Parce qu'on a vu par exemple qu'en 2022, il y a eu des crues très importantes, avec par endroits très peu d'impact. Donc il faut réajuster, en même temps que le nombre de la population sur le Maroni augmente, et que les impacts possibles augmentent aussi. Oui, ça veut dire que le seuil a à voir finalement directement avec les conséquences en fait que cela va pouvoir avoir sur la vie des habitants. Complètement, on définit un seuil en fonction de son incidence sur les personnes. Vous avez commencé à en dire quelques mots. Une des conséquences de la sécheresse et du débit particulièrement bas des fleuves cette année, ça a été l'eau potable. Il y a 2 mois, c'était à la mi-octobre, l'ARS avait annoncé une surveillance accrue des captages d'eau potable du territoire pour éviter des eaux salées, que des eaux salées soient introduites dans le réseau d'eau. À ce niveau-là, on en est où ce matin ?
on est complètement sorti de ce phénomène. Nos enregistrements de conductivité, c'est-à-dire de présence de sel, ne donnent maintenant plus rien. Et on est en ce moment, ces jours-ci, dans les coefficients de marée les plus hauts de la séquence actuelle de marée, et ça ne se traduit absolument pas en sel, vu qu'on a des débits qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants et qui contrent les entrées d'eau de mer dans les fleuves. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs quel est le problème finalement? Qu'est-ce qui fait que l'eau devient salée quand le niveau des fleuves est trop bas? Alors quand vous avez des marées donc maritimes, le niveau monte et s'introduit à l'intérieur des cours d'eau, et sa hauteur de remontée est fonction du débit du cours d'eau qui contre cette montée. Et quand on a très peu de débit dans un cours d'eau et une marée qui est très haute, elle remonte beaucoup plus loin dans les cours d'eau, avec un impact possible sur les prises d'eau potable. Voilà, c'est une conjonction de débit dans les cours d'eau et de coefficient de marée. Oui, il faut que ces deux facteurs-là soient réunis finalement pour que la situation devienne critique. En saison sèche, il y a un coefficient de marée très bas, le sel ne remonte pas du tout. Raison pour laquelle sur la Comté a été créé un bassin finalement pour permettre que dans ces situations-là, on puisse encore avoir de l'eau potable, mais pendant que quelques heures, vous me disiez tout à l'heure juste avant. À ma connaissance, effectivement, suite à 2009, où il y a des problèmes d'eau, une lagune a été créée sur les gînes de la Comté pour permettre un pompage pendant 3 heures, me semble-t-il. Voilà, ce dispositif n'existe pas sur le traitement d'eau potable de Saint-Laurent. Oui, parce qu'il y a 3 stations de pompage en Guyane, un Kourou, sur le Kourou, sur la Comté et sur le Maroni. Alors, sur la Comté, il y en a 2 sur le Kourou. Une pour la ville de Kourou et une pour la CACL. Oui. C'est, ça s'appelle chez Wayabo et la piste des PK, au bout de la piste des PK pour la ville de Kourou. Et pour Saint-Laurent, je parle des principaux, pour Saint-Laurent, il y a un pompage qui se fait à Saint-Louis et un deuxième à Saint-Jean, qui lui donc est à 12 km en amont de Saint-Laurent, qui est peu ou pas impacté par les remontées de sel. Là, la saison des pluies, ça y est, elle commence à arriver tout doucement en Guyane. Est-ce que vous avez déjà des scénarios, on va dire? Est-ce que c'est facile de prévoir un petit peu ce qui va se passer en termes de crues et de débit des fleuves dans les mois qui viennent? Alors facile, non pas facile, mais on s'appuie toujours sur les données de Météo France qui appuient sur le fait que le phénomène El Niño est bien présent et va le rester pendant encore quelques mois. Et ça présage de crues qui sont pas très fortes, ou même pas de crues, dans les prochains mois. Pour ce qui est une vision à plus long terme, je dirais 3 mois, 4 mois, c'est très difficile de se prononcer. Et sûr, c'est que les niveaux d'eau actuels qui étaient très bas ont commencé à remonter, mais ça ne présage en rien des niveaux et des débits qu'il y aura dans 3-4 mois. Il n'y a pas de lien finalement direct entre étiage et crue. Il y en a un faible, parce qu'un cours d'eau, il alimente sa nappe d'accompagnement, ça entretient son réservoir, mais les crues, c'est souvent des épisodes ponctuels, soudains. Jean-Philippe Pavie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point un petit peu sur la situation actuelle. Je le rappelle donc, vous êtes de la cellule de veille hydrologique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée.